Alors, donc, du coup, moi, je m'appelle Jean-Marc Pilivic. Je suis le fondateur et le dirigeant d'Esthétique Beauté Distribution. J'ai créé Esthétique Beauté Distribution il y a un peu plus de 3 ans, qui est le fruit d'une réflexion puis de toute une expérience de vie, puisque j'ai été amené notamment à diriger une coopérative d'achat artisanale pendant à peu près 7 ans. Et quand j'ai côtoyé le monde de la beauté, de l'artisanat de la beauté, je me suis dit, tiens, il y a des choses à faire. Alors, j'ai exclu le principe coopératif parce qu'il se raconte tout et n'importe quoi et puis je restais pas plus approprié. L'idée, c'était de garder ce qui était intéressant, ce qui était vraiment l'outil d'aide au développement et de faire ça en nom propre. Voilà. Donc, j'ai créé ça. Au début, ça a été plus une partie distributeur classique. Enfin, distributeur classique. Aujourd'hui, avec 2020, j'ai commencé la partie communauté. C'est-à-dire que là, ce n'est pas question de vendre des produits, c'est plus effectivement d'apporter du conseil, du coaching pour aider les entreprises, les esthéticiennes à réfléchir ou à agir différemment. Là, notamment, on a travaillé sur l'écosystème digital de l'Institut, pas simplement la boutique en ligne, mais véritablement l'écosystème digital. Elle commence à en voir les effets positifs. Et puis, c'est aussi de nous sensibiliser à ces gros chocs qu'on est en train de vivre et les conséquences qu'il peut y avoir et qui risque d'y avoir malheureusement pour la majorité d'entre vous. Voilà. Et puis, là, il y a un axe, mais ça, je en reparlerai dans un autre parce que ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Je mets en place une sorte de club des marques pour Institut, donc des marques jeunes, récentes, françaises qui correspondent bien aux attendus des clients finaux et avec des prix qui sont très, très compétitifs. Et l'idée, c'est effectivement de pouvoir faciliter, sans ouverture de compte, un élargissement de votre offre. Mais ça, on y reviendra d'un point de vue réflexion. Et sur un autre webinaire, mais je parlerai de ça, parce que ça sera l'objet de ce webinaire, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, je remercie Marjorie et Lauriane d'être présents avec nous aujourd'hui, qui vont participer à ce petit web et donc pouvoir poser des questions en lieu et place de celles qui n'ont pas pu participer. Donc, je vous laisse vous présenter un petit peu. Ok, alors moi c'est Marjorie, donc en fait je tiens un salon de coiffure esthétique qui va avoir bientôt 4 ans. Bon, c'est ça, 4 ans, oui. Le temps passe tellement vite. Donc, bientôt 4 ans. Donc, nous sommes dans les Vosges, un tout petit patelin de 2500 habitants. Voilà. Bon. Voilà, où on fait vraiment tous les services de coiffure généraux et un peu plus techniques parce qu'on est fan de formation et esthétique, surtout sur côté bien-être, voilà, sans appareillage. D'accord, donc la partie holistique. Petits appareils, mais rien de… Voilà. Ok, alors justement, on va en parler un petit peu tout à l'heure, ça tombe très bien. Bon, en tout cas, merci d'être avec moi aujourd'hui. Donc, on va commencer. L'idée, c'est effectivement de ne pas créer de polémique, quelle qu'elle soit, c'est d'avoir un regard, ou en tout cas de vous apporter une information avec un regard le plus objectif possible sur les choses. Parce que la difficulté qu'on a souvent et que je rencontre souvent chez les dirigeants d'entreprise, c'est qu'on est souvent dans l'attente, dans l'attentisme. Ah, bah oui, effectivement, on voit bien que ça va pas aller bien, mais on va attendre de voir ce qui va se passer et on va réagir après. Or, quand on réagit après, c'est déjà trop tard. C'est trop tard. Hein, là, ça, je comparerais, pour avoir fait une partie de ma vie aussi en cabinet d'expertise comptable, c'est que la comptabilité, c'est du chiffre mort. C'est passé. Un dirigeant, alors, on a besoin, parce qu'effectivement, c'est bien de pouvoir faire le point a posteriori de ce qui s'est passé et de valider les choses. Mais dans la vraie vie, au quotidien, on a besoin de savoir où est-ce qu'on va. Et puis, si le chemin qu'on prend est bien celui qu'on avait prévu, et sinon, comment on fait pour corriger. Donc, ça nécessite de l'anticipation. Et l'anticipation, ça nécessite qu'on s'intéresse, et en tout cas qu'on prenne l'information la plus fiable possible à différents endroits pour arriver à faire son propre jugement, bien entendu, mais en tout cas qu'on puisse percevoir qu'est-ce qui est en train de se passer, ou ce qui est en train de se passer, quelles conséquences ça va avoir. Et ce n'est pas forcément ce qui fait le plus de bruit dans les médias qui est le plus important. Souvent, les informations les plus importantes passent très rapidement,
Ça, je ne sais pas si vous avez pu remarquer, mais ça, c'est fréquent. Hein. Ici. Il y a des éléments clés qui ont une importance capitale pour plus tard, mais les médias, ce n'est pas forcément ce qui est le plus engageant pour eux et qui va permettre de faire de l'audimat. Donc, on les dit vite fait et puis hop, on passe à la suite. Donc, l'idée, c'est ça, c'est effectivement pour vous d'avoir la vue la plus large possible sur votre environnement global. Alors, il est local, il est professionnel, mais on a aussi des impacts nationaux, des impacts économiques, hein, en fonction d'où on habite. Des fois, on a une grosse usine, paf, qui ferme. Bon, ça va avoir un impact spécifiquement local, mais qui va avoir des répercussions chez vous. Là, le Covid, bon, il touche tout le monde de diverses manières, mais quand même de relativement homogène. Et on va tous subir des impacts plus ou moins importants, autres que ceux qu'on a vécu dans l'année 2021. Donc, l'idée par rapport à ça, c'est effectivement d'abord de faire un premier bilan de 2020, rapide, et surtout sur les conséquences de ce que l'on a vécu. Des fruits de ce qui s'est passé, je dirais qu'il y a eu 3 chocs majeurs. 3 chocs majeurs. Le premier choc est d'ordre sociétal. Le deuxième, d'ordre psychologique. On est en train d'en subir les effets fortement. Et on a ensuite un choc économique qu'on n'a pas encore pleinement perçu parce qu'on a la planche à billets qui a été mise en route, hein, donc avec des déficits publics qui sont là, hein, qui grossissent, mais qu'on va à un moment donné, lorsque ces aides vont s'arrêter, on va avoir effectivement la vie qui va reprendre, et là, on va avoir un vrai visu de l'environnement économique d'après-guerre, on peut le dire, parce que c'est une sorte de guerre que l'on vit en quelque part, et on risque d'avoir une économie d'après-guerre qui va nous attendre d'ici peu de temps. Donc, pourquoi un choc sociétal? On a eu surtout une prise de conscience de la dépendance de notre pays face au reste du monde. On savait qu'on dépendait d'un certain nombre d'approvisionnements de d'autres pays, dont notamment la Chine. Dans le domaine de la sécurité sanitaire, on vient de se rendre compte qu'on était dépendant à 95% du reste du monde. La Chine assure 90% sur les masques, sur le jetable, tout ce qui est jetable. La Malaisie, tout ce qui est lié au latex, 70% de la demande mondiale. Et donc, on a découvert, alors sans forcément tout le monde bien le comprendre, on a découvert on dépendait de l'extérieur. Quand l'extérieur fonctionne, ça va. Quand l'extérieur lui-même est impacté, la chaîne logistique s'en trouve fortement perturbée. Et puis ensuite, lorsqu'on a une demande qui dépasse de 10, 20 fois, 40 fois la demande habituelle, on est aussi confronté à des problèmes de matières premières. Et c'est ce qui s'est passé sur l'année. Donc, on a pris conscience, il y a eu un premier choc où on a pris conscience de cette dépendance à l'international et aussi qu'on est dans un monde fini. La croissance éternelle, la consommation éternelle, c'est bien, sauf qu'à un moment donné, la planète, elle a quand même ses limites. Il y a eu aussi une prise de conscience à notre niveau de notre vulnérabilité. C'est-à-dire qu'effectivement, on se croyait relativement fort ou à l'abri des problèmes. On est au XXe siècle, XXIe siècle. Ça va faire 80 ans qu'on n'a pas eu de guerre. Donc, on a un certain, alors on se plaint de quelques bricoles, mais en fait, on est quand même dans un état, dans une société où les affaires et la vie roulent relativement bien. Et subitement, on s'est rendu compte qu'un ennemi inconnu est capable de foutre par terre tout notre mode de fonctionnement par rapport à tout ça. On a vu aussi dans quelles limites on a vu que l'État avait ses propres limites. L'État qui fait tout, l'État qui paye tout, l'État qui prend tout en charge. Ouais, mais à un moment donné, l'État a ses propres limites. L'État on ne peut pas réaliser par ailleurs. C'est-à-dire qu'il ne peut pas faire fabriquer des masques lui-même. Lorsqu'on n'a pas assez d'élastique, on peut très bien avoir le tissu et masque. Voilà.
et qu'il faut du temps au temps, hein, lorsqu'il y a des événements brutaux qui arrivent. Lorsqu'on parle de 1, 2 ou 3 mois, ça paraît long, mais à l'échelle d'une nation, c'est relativement très court pour réagir. Je prends par l'exemple d'une entreprise, hein, quand vous avez 250 salariés, si vous avez des plans de restructuration à faire, il faut vous y prendre minimum 6 à 9 mois à l'avance. Parce que le temps de faire toutes les procédures, machin, et ça produit des effets. Voilà, c'est pas beau. Donc, plus l'entreprise est grosse, et l'entreprise France est très grosse, plus il faut effectivement il y a un temps d'inertie. On a pu prendre aussi conscience que la médecine et la science n'avaient pas réponse à tout, et que surtout, il y avait aussi l'évolution de la science et de la médecine se faisait par la contradiction. Donc c'est vrai qu'on a vu dans les médias des positions différentes de médecins, donc une majorité dans un sens, mais d'autres qui contredisaient l'autre, et c'est fait qu'à un moment donné, on s'y est retrouvé où tout le monde a fini par avoir une perte de repères. Ça fait pas il y a des médecins qui nous disent ça, d'autres qui nous disent autrement. Le coup du masque, c'est le coup classique. Hein. Voilà. Alors au début, effectivement, c'était une grippette, on craignait rien. Parce que si vous reprenez sur YouTube, il y a des médecins qui en janvier disaient que c'était une grippe, pas plus grave qu'une grippe. Donc des politiques, quel que soit leur parti, on s'en fiche, hein, qui n'y connaissent rien à la médecine et à la science, que ce que vous voulez qu'ils puissent raconter, à part ce que leur disent les médecins. Voilà. Et du coup, on a découvert tout ça au fur et à mesure, ce qui fait qu'on a eu derrière tout ça un grand sentiment de perte de repères, de vulnérabilité, et qu'est-ce qu'on va faire, quoi. Il y avait que la partie anxiogène qui est, mais derrière, nos économies vont fonctionner comment? On a aussi découvert qu'on était une relation humaine, une société humaine. Humaine au sens où on a besoin de relations avec les autres. Hein, c'est vrai que le confinement, alors moi je parle toujours la démarche, effectivement, c'est d'avoir une analyse plutôt positive des problèmes qu'on a rencontrés. C'est-à-dire, effectivement, on a été confinés relativement rapidement et brutalement. Et on a découvert que, oui, la vie avec son conjoint tous les jours enfermé dans 4 murs, c'était pas toujours la joie. Hein, on l'a vu à travers la recrudescence des violences conjugales. De supporter ses enfants H24 pendant 60 jours d'affilée et faire l'école. Voilà, hein, je crois qu'on a tous vécu des moments sympathiques. Donc, on a aussi découvert le rôle important de l'école et le travail que faisaient les professeurs et les maîtresses. En même temps, c'était pas mal, hein, l'histoire. Hein. Et effectivement, le problème de ne pas rencontrer, de ne pas revoir les autres, les amis, la famille. Voilà, on est des animaux, excusez-moi l'expression, mais on est des animaux sociaux. On a besoin d'interaction. Ce qui a poussé quand même du coup les gens à s'approprier Internet aussi d'une autre façon. Hein, aujourd'hui, on fait de la visioconférence. Ce sont des choses où avant, on était quoi? Il y avait à peine 20% des Français, hors professionnels, qui utilisaient la visioconférence. Aujourd'hui, je ne vais pas dire que tout le monde le fait, mais ça s'est quand même largement développé, et les relations aux autres évoluent aussi par rapport à ça. Donc ça, c'est, je dirais, le point de vue sociétal, le premier choc sociétal où on a vu globalement 7 problèmes de vulnérabilité, notre dépendance à la relation humaine, tant mieux, je dirais, et cette perte de repères. Cette perte de repères qui, effectivement, on s'est dit, mais où est-ce qu'on va? Et un choc brutal, et du coup, ça crée de l'anxiété. Ça crée inévitablement de l'anxiété. Cette anxiété, c'est l'objet du deuxième choc, hein, le choc psychologique. C'est qu'effectivement, le fait de se sentir vulnérable, l'incompréhension par rapport à des choses qui apparaissent et qui apparaissent comme des événements qu'on ne maîtrise pas. Hein, on ne maîtrise plus, on aime bien la nature humaine, aime bien maîtriser un petit peu ce qu'elle fait, où on va, même si on sait que dans la vie de tous les jours, ce n'est pas tout à fait le cas. Mais on aime bien avoir une certaine maîtrise d'où on va. Le jour où on n'a plus aucune maîtrise, voilà, on ne sait plus où est-ce qu'on va, on doit aller à droite, à gauche, et la difficulté, c'est de partir un peu dans tous les sens, sans trop réfléchir, pour gérer l'urgence.
a vu au mois de novembre, malheureusement, c'est que beaucoup ont créé leur e-shop ou ont créé une boutique Facebook ou autre, mais ont investi du temps sans se dire, mais est-ce que ce n'est pas l'occasion d'aller faire quelque chose de plus durable? Et le temps que je vais investir, autant l'investir intelligemment pour la durée, plutôt que sur du one-shot, hein, sachant qu'effectivement, si on fait du one-shot, c'est juste votre clientèle que vous avez aujourd'hui qui peut vous dépanner, et puis on s'arrête là, point barre. Ensuite, tout ça, ça a généré aussi des incertitudes sur l'avenir professionnel. Puisque là, on a eu, bon, dans les commerces, je ne vous en parle pas, tout bien placé pour savoir, même si, je dirais, le fait d'avoir été sur une fermeture administrative a permis de bénéficier d'aides. Alors, ces aides, je dirais, on y reviendra, parce que c'est aussi un danger sur 2021. Sur des structures de petite taille ont été, il faut être honnête, ont bien compensé en termes de compte de résultats les choses. C'est sûr qu'on ne vit pas pour vivre des subventions, hein. On a créé son entreprise, c'est pour vivre des fruits de son travail et pas des aides de l'État. Ça, on est tous, je pense, totalement convaincus de ça. Mais économiquement, je dirais que l'État a fait son rôle et a permis économiquement et en termes de compte de résultats, maintenir au mieux les petites structures. Ceux qui avaient plus de salariés, sur ce que je vous dis. Donc cette incertitude sur l'avenir professionnel a eu du coup un impact sur, et puis tous ces problèmes de relations humaines ont eu un impact sur un développement de l'anxiété. L'anxiété qui s'est traduit par un état dépressif une dépression ou un état dépressif qui a augmenté. Ça a généré du coup de l'attentisme qui s'est retraduit par une surépargne. Il faut quand même savoir que, je vais peut-être entendu parler, sur 2020, par rapport à l'épargne habituelle que nous faisons, il a été, le chiffre j'ai là, il a été épargné 53 milliards de plus que d'habitude. 53 milliards. Alors, il n'y a pas que les gars du CAC 40 qui ont épargné, hein, c'est monsieur et madame tout le monde. Chacun a des... Mais sauf que les petites sommes mis au bout des autres, et en fait, on se rend compte que ce n'est pas forcément rien. J'avais fait le calcul, c'est 100 € par mois par personne. Multiplié par le nombre d'habitants, ça fait 100 € par mois. Alors, quand on fait effectivement 100 € par mois, ben oui, effectivement, mais quand je suis enfermé, je dépense un peu moins. Donc, voilà. Et au total, c'est quand même 53 milliards qui n'ont pas été dans la consommation. Et il est projeté qu'au global, sur 2020 et 2021, ça soit au total une surépargne, donc une épargne supplémentaire de 87 milliards. Donc, ce qui est en même temps intéressant, puisque du coup, on se dit qu'il y a de la ressource pour une reprise économique. Hein, il faut voir l'aspect positif de la chose. Ce qui explique aussi certainement que pour beaucoup d'entre vous, et ça c'est le dernier point psychologique, c'est que beaucoup de personnes ont pris conscience de l'importance du commerçant, de l'artisan de proximité. Et de tous les échos que j'ai eus pour le moment, globalement, les gens se sont un peu plus lâchés au mois de décembre auprès de vos instituts, que ce soit la coiffure, que ce soit l'esthétique, et même d'autres professions commerciales et artisans locaux, ont vu un mois de décembre plutôt favorable en termes de revenus. Donc, on voit qu'il y a, pour le moment, un attachement ou un réattachement, une prise de conscience sur les acteurs locaux. Et ça, on en reparlera tout à l'heure, parce que pour 2021, enfin pour maintenant même, parce que la nature humaine, elle est faite de telle façon qu'on va avoir un sentiment immédiat, tout de suite, qui va générer une réaction tout de suite, et confronter au temps les bonnes résolutions, hein, c'est comme le 1er janvier, on fait plein de résolutions, et puis passé 15 jours, 3 semaines, les résolutions ont disparu. Donc là, on a une fenêtre de tir où les gens sont relativement focalisés et focus sur le commerçant et l'artisan local. Donc, je pense qu'il y a des choses à faire, et c'est le moment ou jamais de le faire. D'autant plus que d'un point de vue économique, effectivement, en 2020,
on n'a pas créé de richesse. Et, hein, quand on ne bosse pas, on ne crée pas de richesse. Et cette richesse, en fait, compte, a été compensée par de la dette. Que ce soit la dette de l'État pour venir soutenir l'économie au maximum et du mieux qu'il était possible de faire dans des proportions entre guillemets raisonnables, mais aussi par l'endettement au niveau des entreprises. Hein, je prends le cas du PGE. À un moment donné, les aides en fonction de la taille ne peuvent pas suffire et certains ont dû souscrire le prêt garanti par l'État. Certains ont dû restructurer leurs dettes, etc. Donc, en fait, compte, la grande majorité des cas qu'on a observés, c'est que les entreprises ont dû augmenter leur endettement. Il y a de l'endettement visible et de l'endettement invisible. L'endettement invisible, ça va être les cotisations sociales. Parce qu'effectivement, les cotisations sociales, sur le moment, c'était d'épargner la trésorerie. On l'a tous compris. Voilà. Donc, on a annulé les appels de cotisation. Mais ce sont que les appels de cotisation qui ont été annulés. Ce qui va se passer, c'est que pour beaucoup, si vous avez 3 000 euros, j'ai n'importe quoi, un chiffre au hasard, vous avez, ou 5 000 euros de chiffre d'affaires dans le mois, vous avez pu bénéficier, notamment en novembre, de subventions. Hein. Sauf que la subvention, c'est de la marge. C'est de la marge. 5 000 euros de chiffre d'affaires, on a quand même derrière un prix de matière, on a un coût de main-d'œuvre. Or là, la main-d'œuvre était prise en charge par le chômage partiel, s'il y a eu du chômage partiel, en tout cas pour une bonne partie. Et puis en plus, on a eu une subvention qui était égale au montant du chiffre d'affaires. Donc le risque réel que l'on a, alors ça a varié en fonction des tailles d'entreprise et du nombre de salariés, hein, mais le risque qu'on peut avoir chez beaucoup, c'est qu'on risque de se retrouver avec un résultat 2020 meilleur que le résultat 2019. Techniquement, c'est le risque auquel il faut être, maintenant c'est trop tard, vigilant, et ce qui va se ramener à de belles cotisations 2020 payables en 2021. Sauf qu'on n'aura quasiment aucun acompte à déduire sur ce montant de ces cotisations. Et là, effectivement, l'effet qui se coule de la trésorerie, on va l'avoir après. Donc ça, ce sont des choses qu'il faut déjà réfléchir et anticiper. Parce que malheureusement, alors certains comptables l'ont vu venir. Bon, après, ça dépend du statut aussi, ça dépend de beaucoup de facteurs. Hein. Il y a beaucoup, c'est pour ça qu'il y a, si vous êtes au RSI, beaucoup d'entre vous sont au RSI. Ceux qui sont auto-entrepreneurs, l'affaire est réglée, parce que c'est un pourcentage sur le chiffre d'affaires. Donc là, c'est bon. Après, vous n'êtes pas tous en auto-entreprise. Et même quand vous êtes en SARL, la plupart du temps, vous n'êtes pas salarié et vous êtes souvent majoritaire, donc l'affaire, on relève du RSI. Oui, mais après, si on ne prélève pas de salaire à hauteur de ce qu'on a eu comme aide, ça ne changera pas grand rien. Hein. Ben, le truc, c'est qu'en fait, c'est le résultat de votre entreprise qui sert de revenu. Et c'est pour ça qu'on oui, non, pas en SARL. Hein. Ce n'est pas le résultat de l'entreprise, c'est l'argent que je prélève. Vous êtes SARL AIR ou AIS? À l'IS. Ah, d'accord, ok. Voilà, oui, ah oui, non, l'IS, oui. Okay. Non, fini l'IR. Plus jamais. Parce que voilà, on s'entend d'où mon bien. discours, en fait. Voilà. On est d'accord. donc là, voilà. Et malheureusement, ce n'est pas le cas de beaucoup. Et l'idée, c'est d'alerter. Hein, c'est d'alerter, parce qu'effectivement, il y en a aussi qui sont SAS. Donc là, la SAS, c'est pareil, ils ne vont pas être impactés, ils ne vont pas être concernés par la problématique. Mais c'est vrai que c'est important de le dire quand même, parce qu'il y en a beaucoup qui sont pas informés. C'est vrai ils vont être concernés. Alors, malheureusement, qu'il y ait des aides ou qu'il n'y ait pas d'aide. Hein. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui sont en statut à l'IR et qui se font avoir. Systématiquement. Oui. Systématiquement. Alors, c'est vrai que moi, du coup, je maîtrise bien le sujet, donc je peux en parler. Et c'est vrai que c'est pour ça que moi, j'ai préféré le système de la SAS, parce que la difficulté. Excusez-moi, j'avais un appel, hein, c'est pour ça. Il n'y a pas de souci. Tapé sur le bouton. Et la difficulté, effectivement, c'est que on peut se retrouver, c'est pour ça qu'on a des gens qui sont en difficulté à l'IR, c'est qu'on peut très bien, entreprise, gagner de l'argent,
mais pas suffisamment, parce que l'argent qu'elle gagne va aller soit dans le stock, soit dans le délai client-fournisseur. Enfin, il peut y avoir plein de paramètres qui fassent qu'au final, il n'y a pas assez d'argent pour prendre sa rémunération. Sauf que le fisc et le RSI, enfin les cotisations sociales, quel que soit l'organisme, lui va regarder le résultat, c'est votre salaire. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a des gens qui crèvent la faim, parce que voilà. Ça, c'est la petite parenthèse, mais ceci étant, effectivement, en tout cas, il faut y être vigilant et ça peut être un effet qui se coule très désagréable à découvrir au mois de mai-juin. Ce qui va se passer. D'ailleurs, moi, je crois qu'on va peut-être mettre une petite provision sur je sais pas quoi, là, pour je sais pas, une petite provision prud'homme, j'en sais rien, une bêtise, un truc. Hein, voilà, pour prévoir, pour éviter justement de se faire assassiner cette année. Ah, bon, voilà. Ça peut être... Si vous avez des produits en stock, des dépréciations de stock, enfin bon, voilà. Enfin, oui. Voilà, à faire intelligemment, bien entendu, mais voilà. Mais en tout cas, du coup, voilà, vigilance. Vigilance sur les comptes de résultats, parce que là, effectivement, on va avoir une année, entre guillemets, comptablement, je vais appeler ces mots-là comme ça, comptablement épargnée, qui va avoir des effets en 2021, où là, par contre, on ne va pas être épargné. Puisqu'on va vivre un certain nombre de choses, et là, les aides de l'État vont de toute façon mécaniquement s'arrêter. Donc, c'est surtout 2021 qui va être une année relativement dangereuse sous ces paramètres-là. D'un autre point de vue, on va avoir, on a eu et on va avoir des baisses de revenus qui vont commencer, qui vont continuer à s'opérer. Oui, déjà avec le chômage partiel par rapport au couvre-feu et peut-être exactement. Certains licenciements ont commencé à avoir lieu, même si. Ah oui, déjà. Alors aujourd'hui, il est estimé qu'il y a à peu près les deux, entre 50% et 65% des emplois qui ont été préservés de par les aides de l'État. Alors, justement, pour les licenciements, puisque ce sont c'est des choses qui vont toucher 2021, je ne suis pas tout à fait plein, mais ce n'est pas grave, on y est quand même. Hein. L'idée, c'est qu'effectivement, beaucoup d'entreprises ont augmenté et les trésoreries ont pris un paquet. Donc, soit il y en a qui ont pompé dans leur avance de trésorerie, et d'autres se sont retrouvés en difficulté et ont eu les concours. Les banques sont en train, gentiment, de sélectionner les entreprises. Alors, je vais peut-être dû entendre parler dans les médias les entreprises zombies. Donc, ce qu'on appelle les entreprises zombies, c'est les entreprises qui n'étaient pas beaucoup viables. Et qu'en fait, les aides de l'État et la fermeture de certains greffes du tribunal de commerce ont évité d'aller au dépôt de bilan. On a tous plus ou moins été fragilisés dans l'histoire et les banques doivent gérer les risques. Parce qu'on s'attend à un choc dont je vais vous donner un petit peu l'ampleur tout à l'heure. On s'attend à un choc économique. Donc, les banques, elles, ce qu'il faut, c'est qu'elles puissent effectivement ne pas faire trop de pertes pour arriver à préserver les fonds propres, c'est-à-dire qu'elles soient en mesure de continuer à pouvoir payer les gens avec l'argent qu'elle a emmagasiné. Donc, elles sont en train, au cas par cas, d'analyser, alors des fois par secteur d'activité, des fois sur les entreprises, comme on l'a vécu à une époque, c'est d'abord par secteur d'activité. Donc, même si vous êtes bon dans un secteur d'activité, si le secteur d'activité, par exemple de l'esthétique ou de la coiffure, est jugé mauvais, on ne va pas s'occuper d'abord de votre tronche. On va dire, voilà, ce secteur-là, toutes les entreprises, on vit à la ligne de découvert. On en est sur des analyses secteur. Oui. Oui, carrément. Ça, on l'a vécu en 2008-2009, où c'était des choix par secteur d'activité. Après, si l'entreprise est très bonne, bon, là, le conseiller reprend la main et voilà. Mais il y a des décisions au niveau de la banque qui fait que, voilà. Après, chaque banque réagissait différemment en fonction de son portefeuille de clients, ce qui est logique, parce qu'ils gèrent le risque. Oui, puis à la tête du client aussi. Hein. Voilà. Alors, ça marche un petit peu moins. Ça marche moins que ça a marché. Et voilà, et ce qu'il faut être vigilant, c'est qu'effectivement, de toute façon, les banques, obligatoirement, vont revoir encore plus la manière de soutenir les entreprises. Et là, effectivement, si on démontre qu'on est capable de tenir, qu'on est capable de se réinventer, alors quand se réinventer, on va en parler, ou en tout cas de faire évoluer son business model pour être en phase avec ce qui va se passer, les banques auront, je dirais, ceux qui vont traiter manuellement votre dossier,
et pas automatiquement. On se dit, ah bon, effectivement, ils ont pris la mesure d'eux, les fondamentaux sont bons, donc ça fait partie des entreprises qu'on va essayer de continuer à accompagner. Mais par contre, ils ne vont pas pouvoir accompagner tout le Les monde. 15 millions de personnes, c'est sûr. Oui. Oui. Donc, Oui, c'est là qu'il va y avoir vraiment la perte, la vraie descente, en fait. Ça se prépare. Il faut savoir que ça se prépare depuis juin-juillet de l'année dernière. Donc, il y a des dispositifs de tribunaux de grève de commerce qui sont alors, j'arrive pas à choper les éléments parce que bien sûr, c'est gardé, voilà. Mais il y aurait un plan qui est prêt à être sorti, qui a été vu avec les différents acteurs pour les entreprises individuelles, les entrepreneurs individuels, d'aller jusqu'à l'effacement de dette. Vous allez en liquidation, plutôt que vous vous retrouvez la possibilité, comme à l'américaine, de faire un effacement de dette. Donc ça, c'est apparu, c'est pareil au mois de mai-juin, mais du coup, c'est très éphémère dans les médias et personne n'en a parlé. Là, ils sont en train de finaliser un plan d'accompagnement à la reconversion professionnelle. Le PGE, la possibilité de renouveler le PGE un an, ça a été réglé au mois de novembre. Et ils sont en train vraiment de travailler, même si ça ne fait pas de bruit, parce que les médias, c'est pas ce qui est le plus important. Oui, c'est pas ce qui fait parler, quoi, c'est sûr. Voilà. Ils sont déjà en train de préparer ce qui va se passer en mars, avril, mai, juin. C'est ça aujourd'hui ce qu'ils sont en train de travailler. Donc aujourd'hui, par rapport au chômage, donc effectivement, on va avoir beaucoup d'entreprises qui vont se casser la figure. Alors pas tout de suite, pourquoi? Parce qu'on a malheureusement encore un risque de reconfinement. Ça, je pense que je ne l'apprends pas. Non, ça va. On va croire au miracle, mais il y a de fortes chances que le mois de février… Voilà, la pensée positive, il paraît que ça fonctionne très, très bien. Donc, voilà. Si on est plusieurs à la penser, mais à mon avis, sur 67 millions, ça va être compliqué. La pensée positive, c'est que tout va bien dans le meilleur des mondes et que l'année 2021, on va exploser tous les records. Voilà. Alors, le monde des bisounours. Voilà. Alors, moi, souvent, on m'a dit soit tu es trop optimiste, soit je suis trop pessimiste. Je dis non, en fait, l'idée, c'est d'être objectif. Il faut être réaliste. Hein, oui. Voilà. C'est d'être objectif, c'est d'être réaliste. Et par contre, le fait, alors quand c'est positif, tant mieux. Hein, et puis, on va surtout, voilà. Quand on a des éléments qui nous sont défavorables, l'idée, c'est d'en avoir conscience, parce que faire l'autruche n'a jamais avancé les choses. Hein, c'est d'en avoir conscience. Et justement, c'est de pouvoir dire, bon, voilà, il y a des grandes chances que ça se passe comme ça. Donc, mieux vaut, comment moi, dans mon entreprise ou dans ma vie privée, comment je m'organise, qu'est-ce que je mets en œuvre pour être capable, non pas de rentrer dans le mur, mais de contourner le mur et d'éviter le pire. C'est ce qu'on appelle l'anticipation et l'action. Je ne dis pas qu'il n'y a que des bonnes recettes, hein, mais en tout cas, le fait de le savoir et de s'y préparer et d'agir en conséquence peut nous permettre, il doit nous permettre, et là on retrouve la positive attitude, c'est effectivement de passer la période avec le moins d'encombre possible pour en ressortir encore plus fort quand les choses vont repartir, parce que forcément, elles vont à un moment donné repartir. Quand on chute aussi bas et on va chuter et on va continuer à chuter un peu, à un moment donné, il va y avoir un phénomène de rattrapage, à un moment ou à un autre, c'est inévitable. Le tout, c'est de tenir jusqu'au moment où on va avoir ce phénomène de rattrapage. Donc, par rapport à ça, effectivement, on a, je ne sais pas si vous vous rappelez la crise on s'est dit nous 2009, mais en fait, qui a commencé en 2007 aux États-Unis et qui s'est matérialisée en septembre 2008 avec la chute de Lehman Brothers, où là, effectivement, on a failli perdre le système financier international, au passage, et qui nous a valu la fameuse crise qui a commencé chez nous donc fin 2008, dont les premières répercussions ont eu lieu début 2009. Donc à l'époque, c'était Sarkozy. Moi, j'ai vendu au bon moment. J'avais un premier salon et j'ai vendu en 2008, au mois d'octobre 2008. Je pense que j'ai vendu au bon moment. Ça, c'était super. Oui, parce qu'en fait, le truc qui s'est passé, c'est qu'en 2009, donc l'équipe à Sarkozy ont pris toutes les mesures qu'il fallait au moment où il fallait. Donc, il a changé son fusil d'épaule et il a pris les bonnes actions tout de suite. Donc, ils ont injecté de l'argent. C'est là où on a commencé à faire un premier bond dans l'endettement pour soutenir tout de suite l'économie. Beaucoup ont été des anticipations de commandes publiques. Ce qui fait que, alors on n'a pas remonté, mais on a stoppé la chute.
Une chute quand même qui s'est retraduite par, en 2 ans, un tiers des entreprises qui ont été liquidées ou mises en redressement judiciaire, et qui s'est soldée par 700 000 demandeurs d'emploi en un an. Et donc, ça a duré 2 ans. Donc, on s'est retrouvé jusqu'à fin 2010 avec le soutien de consommation de l'État. Et en début 2011, l'État a arrêté, parce que là, on s'est dit, c'est la fameuse période où trop d'endettement, les notes sont dégradées, etc., etc. Donc, on ne va plus pouvoir avoir d'argent qui va être prêté à l'État français. Donc, on ferme les robinets et on commence à faire de la rigueur budgétaire. C'est là où est arrivée aussi la guerre en Libye, le pétrole qui a atteint et dépassé les $100. Et donc, on a eu un effet croisé entre le prix du pétrole et la fréquentation des magasins et des instituts qui a fait la courbe inverse. Et c'est là où, après, 2012, et là, vous, dans votre activité, 2012 a été l'année noire, et comme l'a été après dans le secteur de l'ameublement, enfin, il s'est répercuté dans toute la société et les secteurs d'activité de la société au fur et à mesure que le temps est passé. Là, on commençait à se stabiliser globalement. On va appeler un chat à chat. On n'avait pas rebondi énormément, mais on s'était stabilisé et Super Covid est arrivé dans l'histoire. On avait perdu en 2008-2009, on avait perdu entre 2 et 3% de PIB. Cette année, on est quasiment à 9%. Je veux dire, on est mal, chef. On n'a pas trop vécu là. Les projections donnent au global, alors il y a une partie déjà qui s'est faite, mais pas la plus grosse, on attend mécaniquement 1 500 000 demandeurs d'emploi supplémentaires. On va atteindre les 11% de chômage en France pendant le temps que ça va se faire. Alors après, effectivement, d'où la reconversion professionnelle, les formations, etc., pour essayer de relancer la dynamique le temps que la vague se passe et puis qu'après on puisse repartir sur des bases plus saines. D'autant plus avec la chance qu'on va avoir, c'est qu'on arrive dans notre future année électorale de présidentielle. On l'avait oublié du coup celle-là. En 2022, paraît-il qu'on va changer, on va en tout cas procéder à une élection pour nommer ou renouveler le président de la République. On sait tous que le semestre qui précède l'élection présidentielle, c'est tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Voilà. Donc du coup, on a aujourd'hui une activité économique qui va de toute façon mécaniquement être chaotique. Alors, qui va varier d'un secteur d'activité à un autre, d'une région à une autre. Donc, il est extrêmement difficile de dire, voilà, ça va être pour tout le monde de cette façon-là. Non, on a une tendance de fond qui va se présenter, une tendance de fond, et après, effectivement, il y aura des variantes en fonction de l'entreprise, d'où elle est, etc. Économique plutôt poussive. Et poussive jusqu'à l'après-présidentielle. Et c'est là où réside en fait le vrai danger. C'est qu'on si on avait une reprise rapide, ça pourrait limiter la casse d'entreprise et limiter effectivement la chute et le nombre de demandeurs d'emploi. Une activité qui redémarre trop lentement va au contraire continuer à fragiliser l'entreprise et à augmenter les dégâts. Donc, par rapport à ça, le fait que c'est le scénario qui va globalement arriver, après que ce soit 1,3 million ou 1,7 million de demandeurs d'emploi, je dirais à ce stade-là, on s'en fiche. Alors, on va avoir un apport massif de personnes qui vont perdre leurs revenus. Et donc, on va avoir mécaniquement, d'une façon générale, c'est ce que disait Bruno Le Maire en mars et avril 2020, on va avoir inéluctablement un appauvrissement de la population. Alors, c'était le Premier ministre Bernard Philippe qui parle. Et effectivement, mécaniquement, sur 2021 et 2022, on va avoir le reste à vivre des foyers qui va baisser. Ça va se traduire comment ? Ça va se traduire mécaniquement, comme d'habitude, sur des arbitrages dans la consommation. Donc aujourd'hui, ce qu'on a commencé à remarquer, c'est que
on est, de par notamment les confinements, on est plus sur une crise qui impacte les prestations de services que la consommation produit, pour le moment. Je ne dis pas que c'est ce qui va perdurer, mais en tout cas, la tendance de fond est là. Et l'inconvénient du confinement, là, c'est qu'on se rend compte qu'on peut par moment vivre moins avec certains types de soins. Pour une frange de la population, on peut faire différemment. Donc, le risque réel qu'il y a au niveau de nos professions, c'est qu'on rencontre une baisse de fréquentation au niveau du volume des prestations. Mécaniquement, du fait justement de ces arbitrages qui sont rendus nécessaires. Ce n'est pas forcément dire que les gens ne viendront plus, mais ils viendront moins souvent, ils vont rallonger ou ils vont trouver des solutions alternatives. L'avantage que vous avez, c'est ce que je disais à quelques esthéticiennes que j'ai accompagnées en mars et en novembre, histoire un petit peu de leur remonter le moral quand même, c'est que vous avez une force importante, c'est que pour beaucoup d'entre vous, malheureusement, vous êtes autour un pourcentage de chiffre de vente de produits qui oscille en moyenne autour de 10-12%. Il y en a qui font mieux, il y en a qui font beaucoup moins bien. Mais en tout cas, ce que je peux constater, c'est que globalement, vous êtes autour de 10-12%. Ce qui nous laisse quand même presque 20%, là aussi je suis très positif, presque 20% de croissance possible de chiffre d'affaires. Un chat. Et aujourd'hui, beaucoup de secteurs d'activité aimeraient bien avoir ce volant d'action possible, qu'ils n'ont pas forcément du tout. Donc, je dirais, votre force aujourd'hui, c'est que vous avez un axe possible de développement de chiffre d'affaires qui peut potentiellement venir compenser une partie, voire compenser totalement, éventuellement une baisse de fréquentation en matière de prestations. La difficulté aujourd'hui, c'est qu'effectivement, ça, c'est le premier aspect qui est lié à l'impact Covid. L'impact Covid, ça a généré tout ça. Après, ce qui est intéressant, ce qu'il ne faut pas qu'on occulte non plus, c'est que au-delà de nous, instituts et salons de coiffure, il y a l'environnement. Et il y a des concurrents. Alors, pour moi, les concurrents, ce n'est pas l'autre salon de coiffure ou l'autre institut d'à côté. Ça va être le sélectif, Marionneau, Nostibé, Sephora, et aussi beaucoup la parapharmacie et la pharmacie. Je ne sais pas si vous avez vu l'info, mais Marionneau vient de lancer son premier magasin pilote où il a intégré en plus la coiffure. Ah oui, je crois que j'ai entendu parler de ça, oui. Versailles. Il faut savoir, tout ça date de 2014, avec c'est LVMH qui avait fait l'étude, et depuis, ça se décline progressivement. L'idée, c'est du concept. Le concept est beauté, santé, bien-être. C'est ce à quoi aspirent les gens. Alors là, je viens de récupérer, je vais le recevoir d'ici 1 ou 2 jours, une étude qui a été faite justement par rapport à 2020 sur les attentes des clientes. Donc là, c'est plein de témoignages de clients de tout type d'âge. Donc après, je pourrais vous faire un compte rendu là-dessus sur ce qu'elles attendent concrètement de ça. Et puis aussi comment les marques doivent évoluer, et puis ceux qui distribuent les marques doivent évoluer par rapport à ça, et notamment sur l'aspect digitalisation, qui a pris du coup un essor relativement très important. Et je crois qu'il faut qu'on arrête à un moment donné de taper sur Amazon. Si Amazon se développe, c'est parce qu'en face, on n'a pas su mettre un écosystème qui permettait de nous protéger de nous et donner la possibilité à nos clients de venir et d'avoir un lien avec nous. Donc voilà, la solution de facilité, c'est de dire c'est sa faute. L'autre solution, c'est de dire bon, ok, il est là, mais s'il est là, c'est qu'à un moment donné, il a rempli un vide qu'on n'a pas su. Oui. Donc qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour essayer de rattraper? Et je pense que par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, à l'époque où on est actuellement sur les gens qui sont refocus sur le commerce et l'artisanat local, c'est peut-être le moment ou jamais de se poser justement la bonne question et de mettre en œuvre les choses les plus adéquates pour battre le fer pendant qu'il est chaud.
Donc aujourd'hui, on a le concept de fond qui est d'avoir un véritable centre de beauté, ce que vous avez fait, vous, en quelque part, hein, la coiffure, par l'Institut, et d'avoir le magasin. Hein. Et donc, l'idée aussi, c'est du coup d'avoir un écosystème complet, digitalisé également, parce que du coup, la digitalisation, on l'appelle, c'est de prendre le cas de Darty. Hein. Darty a été le premier à réconcilier Internet avec la boutique physique. Et il faut avoir ce qu'on appelle l'omnicanalité. Et pour vous, c'est aussi l'opportunité de parler de vos produits, de faire connaître vos produits, de redémontrer et de revaloriser vos compétences et votre savoir-faire métier. Parce que, alors je vais être cru, je suis désolé, mais voilà, l'esthéticienne, alors la coiffeuse, on pourra dire autant, hein, mais l'esthéticienne, c'est pas qu'une arracheuse de poils. Hein, elle a quand même des diplômes, elle a quand même fait des études de biologie, elle a fait de la cosmétologie. Donc, elle est quand même, à mon sens, bien mieux formée et praticienne de votre peau pour être capable de vous proposer, de vous préconiser le produit de soin, pareil pour le coiffeur, hein, que la préparatrice en pharmacie. C'est clair, c'est ça. Alors ça, moi, je me bats tous les jours à ce sujet-là. Hein. J'essaie de convertir beaucoup de personnes en disant, à un moment donné, le problème, c'est qu'à un moment donné, l'image, elle s'est faite comme ça, mais il faut vous reprendre en main, il faut recommuniquer, mais il faut aussi donner les moyens de la visibilité pour pouvoir dire aux gens, attendez, l'expert de la peau ou l'expert du cheveu, c'est moi. Hein, c'est quand même mon job, je le fais au quotidien. Les autres à côté, qu'est-ce qu'ils font? Voilà. Sauf que toutes ces valeurs ajoutées que vous avez en vous, hein, et l'or que vous avez dans les mains, ben, les autres qui savent faire du commerce de façon. Et nous, on fait moins. Voilà. Hein, parce qu'on a des financiers, parce qu'on a des gens qui font que du commerce, ils ne sont pas dans la technique. Eux, la technique, c'est l'opérationnel, point barre, on paye des gens. Puis voilà, je suis un peu cru, mais c'est ça. Hein, et c'est eux qui vont faire le truc. Donc là, vous avez Marionneau qui a enquillé le pas. Si ça marche bien, je ne vous explique pas ce qui va se passer. Vous avez Sephora, donc le groupe Douglas, Nocibé, par contre, avec le groupe Douglas, qui en prend le chemin. Et il faut savoir, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais Douglas, au niveau européen, est en train de mettre en place une marketplace de la beauté. C'est un équivalent d'Amazon, mais que pour la beauté. D'accord. Voilà. Donc ça, on n'entend pas parler parce qu'effectivement, ça se développe par ailleurs, mais à un moment ou à un autre, mais ça va sortir chez nous. Donc ça, pour moi, ce sont les vrais dangers pour vous demain, pour vos métiers à vous. Parce qu'évidemment, qu'est-ce qui va vous rester à faire à part faire une coupe, une coloration et puis d'arracher des poils? Je suis un peu cru volontairement, hein, je suis provocateur, mais l'idée est là en fait. C'est de vous dire, voilà, il y a la crise, ok, il y a aussi des gens en face, et on a la parapharmacie, la pharmacie. Hein, on a aujourd'hui, vous avez des pharmaciens qui ont un institut de beauté, avec des produits qui sont des marques d'institut. Donc, il y en a qui prennent des professionnels pour les pratiquer aussi. Ah oui? Ah oui, oui. Prennent des esthéticiennes pour les pratiquer dans les paras ou dans les pharmacies. Tout à fait. Et vous avez des Payot et compagnie, des Talgo, qui sont dedans. Alors, ils vous disent, oui, on est avec vous les esthéticiennes, on est avec vous les instituts, mais en fait, on les retrouve en pharmacie parce qu'ils vous répondent, ben oui, mais parce qu'il y a un institut. Voilà. Oui, voilà. Donc, eux n'ont pas de complexe. Il faut se réinventer, de toute façon, on n'a pas le choix. Hein, ah ben, voilà. Et l'idée de ce webinaire, c'était ça, en fait, c'est de vous dire, voilà, la Parashop s'est cassé la gueule, a été racheté, et Parashop était en train de mettre en place exactement le même concept, c'est-à-dire le conseil beauté, avec tous les produits qui vont bien, et on allait ensuite aller vers l'Institut dedans. Donc, on allait avoir le truc qui allait bien complet avec le coaching beauté. Ce qui m'amène à vous parler effectivement que on voit, vous voyez à travers la presse, à travers les formations, enfin votre presse professionnelle, à travers les formations hautes, on a deux tendances de fond qui se dessinent dans l'esthétique. Pour parler d'esthétique, je suis désolé, je suis un peu plus orienté esthétique que coiffure. Mais on a où l'esthétique qui va se rapprocher, parce qu'on se dit qu'en faisant de l'esthétique qui se rapproche du médical, hein, la médecine esthétique, parce que quand on regarde ce qui se passe dans le monde d'ailleurs, c'est-à-dire en dehors de la France, les parapharmacies intègrent systématiquement les instituts de beauté. Et après, on a la médecine esthétique. Et les esthéticiennes sont embauchées par les médecins esthétiques. Et donc, en France, on a cette tendance à dire, ben voilà, acheter des machines. Alors, c'est vrai que
Dans un certain nombre de cas, si l'investissement est bien réfléchi et bien pensé, qu'on a mis des actions commerciales, ça peut être sur une durée un très bon investissement et très rentable. Après, il faut réfléchir sur un certain délai. On va vous proposer des formations de thérapeute. En fait, on met des noms sur des choses que vous avez déjà vues, puisque c'est de la biologie. Hein, c'est l'évolution de l'épiderme, avec l'évolution des kératinocytes, etc., ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Voilà. Donc, mais l'idée, c'est voilà, je médicalise, je donne des noms savants, et on utilise des outils. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, hein, ce n'est pas l'objet. Hein. Oui, après, ça dépend de la formation. Il y a kératothérapeute, il y a cornéothérapeute, et après, il y a formation expertise de la peau. Donc, c'est encore des choses qui sont un peu… Mais en fait, si vous voulez, parce que la peau reste la même, donc on va l'aborder sous un angle droit, un angle gauche, ce que vous voulez. Mais en fait, l'idée surtout derrière, c'est de vous rappeler et de vous habituer à bien réutiliser le vocabulaire associé à ça pour valoriser l'image de l'esthéticienne version médecine esthétique. On se dit, voilà, c'est une idée de… Et derrière, utiliser des machines. Ou pas. Ou pas. Non, mais dans ce cas-là, hein, je ne juge pas, et je ne suis pas là pour juger, mais qui effectivement est une piste qui vaut ce qu'elle vaut. Voilà. Et il y a l'autre piste qui correspond aussi à la beauté, santé, bien-être, à la beauté holistique. Donc la beauté holistique a aussi un intérêt. Donc c'est pour ça à mon avis, il y a vraiment deux branches qui se créent. La beauté holistique, on va être effectivement plus sur naturel, sur des pratiques manuelles, parce qu'on se rend compte aussi que à travers certains massages, modelages, alors là on va se rapprocher un petit peu des médecines alternatives, on arrive aussi à avoir des sensations de bien-être qui sont là. On a les compléments alimentaires qui commencent à arriver en complément de soins. Hein, moi j'ai des marques aujourd'hui, voilà, c'est le truc qui arrive, autant sur la coiffure que sur les soins esthétiques, c'est en train d'arriver. Et 2021 va voir apparaître les premiers compléments alimentaires en adjonction des soins qui sont proposés. Et parce que derrière, ça veut dire aussi que dans mon institut coiffure, beauté, est-ce que je n'ai pas aussi intérêt à un moment donné à proposer, alors en présentiel ou demain le commencer avec des webinaires ou des petites visioconférences sur de la méditation, sur de la relaxation, voilà, il y en a qui font aussi du sport. L'idée, c'est effectivement, on va avoir deux techniques. Il y a ceux qui voudront de l'efficacité et c'est des choses qui se rapprocheront au médical. Il y a ceux qui voudront du bien-être. Voilà. Et je pense que les deux branches sont là, mais par contre, il va falloir prendre un choix et l'assumer et mettre les choses en place par rapport à ça. Effectivement, en fonction de ce choix, vous allez soit vous séparer d'une clientèle, mais en récupérer une autre. Voilà, il peut y avoir un certain nombre de choses qui se font, et la tendance de fond, elle est là. Et je pense qu'il y a des choses à réfléchir au sein de vos entreprises. Et la coopération, je vais utiliser le mot auquel que j'aime mieux, la collaboration, comme vous avez envie, entre professionnels, même de différents secteurs, peut être une excellente opportunité. D'abord, de se faire travailler les uns les autres, d'avoir un réseau et d'apporter une valeur ajoutée que là, n'importe qui ne pourra pas vous remplacer au sein de vos entreprises. Donc après, chacun, en fonction de ce que vous faites, je dirais, c'est des approches différentes. C'est pour ça que je ne vais pas aller plus loin, parce que l'idée, c'est de vous balancer un certain nombre d'idées, d'informations réelles, concrètes, pour vous amener à développer cette réflexion par rapport à votre entreprise. Alors, par rapport à ça, à mon sens, alors on va revenir, il y a la digitalisation. Alors la digitalisation, puis après je parlerai un petit peu de la méthode que vous pouvez mettre en place pour vous aider dans votre réflexion. C'est voilà, aujourd'hui, ce qu'il faut réfléchir, c'est à créer une e-boutique, mais avec un outil qui vous permette d'avoir des pages de contenu, d'avoir un blog intégré, qu'on puisse éventuellement associer avec la réservation en ligne. Alors ça, aujourd'hui, on a ça s'appelle Qute, voilà, qui gère à peu près ça, mais qui a ses limites. Moi, j'ai signé des choses avec des partenaires où on est séparés sur des coûts relativement faibles, mais où on peut arriver à faire plein de choses relativement très intéressantes.
et simplement. Donc, s'il y a des choses, ces éléments-là vous intéressent, on peut en reparler en aparté. Vous pouvez m'envoyer des messages. Je peux vous mettre en relation avec des personnes avec qui on l'a fait pour qu'elles puissent vous témoigner ou je les ferai témoigner. Et on arrive, vous voyez, la boutique, on est à 15 € par mois hors taxe. On a des pages de contenu, donc on était arrivé, nous, sur certaines, donc à créer les produits, mais à créer aussi, à reproduire la carte de soins avec des photos, avec des vidéos, avec des liens vers les produits qu'elle propose dans le soin, qui permet aux clients aussi d'aller voir les produits utilisés. Alors ça, que ce soit l'esthétique, on peut faire exactement de la même façon, parce que l'idée, c'est aussi de faire davantage connaître vos produits. Le fait de pouvoir, après on peut avoir le blog intégré à 35 €. L'avantage, c'est qu'effectivement, à travers un blog, vous allez pouvoir faire des petits tutos et faire des liens ou des articles et faire des liens vers les produits qui vont correspondre. Par exemple, vous allez traiter d'une problématique de peau, une problématique du cuir chevelu, et on va dire, ben voilà, cette problématique-là, elle est à tel et tel phénomène, et pour le compenser, il va falloir faire tel et tel soin avec tel et tel produit ou tel et tel actif. Et ben voilà, par exemple, les produits que vous pouvez utiliser par rapport à cette problématique. Et en faisant le lien, ils vont voir le produit. Et ce sont des éléments tout simples qui, en fin de compte, qui vous boostent votre référencement naturel. Il n'y a pas besoin de faire des en-têtes, machin, etc. Voilà, il y a des gens qui essaient de vous faire des formations avec ça. En fait, il y a des fondamentaux que moi je peux donner, qu'il faut respecter. Et du moment que vous les respectez, ça marche très bien. Et j'en ai fait plus que l'expérience. Donc, l'idée est là, c'est effectivement d'avoir votre écosystème et de ne pas hésiter, moi, dans celles qui s'en sortent le mieux. Elles l'ont intégré et quand elles sont en soins, elles en parlent à leurs clientes. Et bon, malheureusement, avec les conditions sanitaires aujourd'hui, je ne fais pas de dessin. Donc, ben, les oriente d'aller vers le site. Et aujourd'hui, elles en sont à 2-3 ventes. Les meilleures sont à 2-3 ventes par jour. Donc, il y a des produits qu'elles en vendaient 3-4 par an. Elles en ont vendu 10 en un mois. Alors, du coup, elles font quoi? Elles sont en soins en cabine et elles donnent le lien. Et elle discute, lorsqu'elle discute d'une problématique de peau ou d'un truc, parce qu'après, effectivement, là, je n'en parle pas, parce que ce n'est pas l'objet, mais il y a toutes les notions de découverte du besoin client. Souvent, on ne le fait pas, ou on oublie de le faire, ou voilà. Et l'idée, c'est effectivement de parler du soin qu'on fait, aussi du type de produit que l'on met. Et elles disent, écoutez, voilà, moi, ce que je vous invite, c'est d'aller le voir sur le site. Comme ça, en même temps, vous pourrez avoir plus d'infos sur la main, vous aurez le temps, vous serez plus disponible, parce qu'effectivement, dans un soin, on vient aussi des fois même pour se détendre, se relaxer. Et ce qui se passe, c'est que c'est un travail de longue haleine. Hein. Alors, il y a chez des personnes où ça va marcher très vite, d'autres, il va falloir un peu plus de temps. Mais du coup, les clientes vont du coup, sur le site, prennent le réflexe d'aller sur le site, non pas que pour réserver, mais pour aller voir les produits. Et là, nous, la manière dont je leur ai préconisé de chaîner le truc, c'est que les gens et les réseaux sociaux et tout pointent d'abord sur la boutique. Et dans la boutique, on va avoir plusieurs boutons où ils peuvent aller directement réserver, prendre un rendez-vous, aller voir la carte de soins ou des prestations. Voilà. Et l'idée, c'est ça. En fait, c'est qu'on ait un parcours client où il va se promener dans votre univers à vous, où il va pouvoir effectivement découvrir le type de soins, prendre son rendez-vous, éventuellement réserver un produit ou découvrir davantage que le produit. Voilà. Et l'idée, c'est ça. Et si vous y ajoutez des petits tutos, des petites vidéos, eh bien, ça va venir enrichir toute cette partie vente et relationnelle que vous n'aviez pas ou vous n'aviez pas le temps de faire jusqu'à présent et qui va renforcer cette image auprès d'elle. Voilà un petit peu l'idée, les pistes, en tout cas, qui serait bon de réfléchir, à mon avis, par rapport à tout ce qui est en train de se passer et qui va s'accélérer. Et de toute façon, voilà, je vous ferai un petit débrief du bouquin et de l'étude que j'ai commandé, que je vais lire, et qui va venir, je pense, renforcer et cette notion de digitalisation et la solution que je vous proposerai la prochaine fois sur le club des marques d'Institut. Alors, pour vous, comment vous dites, voilà, effectivement, il nous a raconté plein de trucs. Est-ce que je vois bien de toute façon qu'il faut se bouger. Il faut se bouger, il faut trouver des solutions. Qu'est-ce que je peux faire? Comment je m'y prends? Parce que ce qui est vrai chez vous, Marjorie, n'est pas forcément vrai ailleurs, et réciproquement. Donc là, l'idée, c'est vraiment
d'intégrer des techniques commerciales stratégiques. Hein, c'est-à-dire qu'on va d'abord, dans votre entreprise, alors, vous pouvez le faire aussi d'un point de vue économique. Hein, la méthodologie est la même. Hein, c'est-à-dire que là, moi, je vais vous donner la ligne commerciale, mais vous pouvez le faire de la même façon d'un point de vue économique, au niveau des charges, au niveau de la répartition, etc. L'idée, c'est d'aller faire une analyse, d'abord, de vos forces, de vos faiblesses. Alors, soit sur l'établissement complet, soit si vous avez plusieurs activités, par activité. Où est-ce que alors, même l'idée, c'est d'abord de lister, idéalement, ça serait de lister la manière qui vous semblerait le plus objectif. C'est-à-dire là, je ne pense plus à mon entreprise, je pense par rapport à un institut traditionnel, quelles sont les forces, les choses qu'on doit impérativement avoir ou faire. Et pareil pour un salon de coiffure. Et ensuite, c'est de faire votre liste à vous. Où est-ce que, là, moi, où je suis bon, et prendre, effectivement, si j'ai répertorié 25-30 critères, comment moi je me positionne par rapport à ces 25-30 critères. Est-ce que je suis bon, est-ce que je suis moins bon, etc. Et du coup, on a la notion de force et faiblesse. Après, on va les comparer, effectivement, quelles sont les vraies forces ou les fausses vraies forces. Là, par exemple, il y a des choses, on se dit, là, on est super bon là, ouais, mais ça sert à quoi par rapport à la réelle attente des clientes? C'est peut-être pas du tout en phase. Donc, du coup, ça va vous aider aussi à vous dire, mais mince, là, il y a des choses, des endroits où je suis moins bon, ou peut-être que vous aviez déjà perçu, mais du coup, qu'est-ce que je fais? Parce que après ce constat-là, c'est qu'est-ce que je fais pour, du coup, me mettre à niveau sur les points où il faudrait que je sois fort par rapport aux attentes du marché. Et du coup, c'est apporter les premières corrections. Ensuite, on a déjà apporté un niveau d'information, mais après, il y a aussi vos éléments locaux. C'est quelles sont les opportunités qui se présentent à vous au niveau de votre secteur d'activité, de votre marché, de votre localité, et quels sont aussi les risques. Donc là, on a parlé des risques, je dirais, d'ordre nationaux, qui va impacter tout le monde. Après, on peut avoir des risques plus ou moins importants. Aujourd'hui, moi, par exemple, je suis à Châteauroux. À Châteauroux, il y a un énorme pôle aéronautique. Hein, voilà, je ne vous fais pas le dessin. L'aéronautique, voilà, aujourd'hui, c'est 30 000 emplois qui ont été supprimés et 30 000 qui ont été sauvegardés de par les aides. Voilà. Ce qui n'est pas forcément le vrai à un endroit où on va plutôt être sur des fabricants de menuiserie, par exemple. Donc, voilà, ce qui est analysé, c'est effectivement quelles sont vos forces, vos opportunités sur votre marché et quelles sont les contraintes de votre marché pour vous aider à vous à définir à partir de là qu'est-ce que je veux mettre en avant, quel est l'avantage concurrentiel que je veux mettre en place, qu'est-ce que je dois faire et du coup définir un axe de stratégie par rapport à votre établissement. Par exemple, je me rends compte qu'effectivement, on est très mauvais à la vente. J'ai une clientèle plutôt âgée, j'ai besoin aussi de récupérer une clientèle jeune, par exemple, hein, parce que là aussi, je ne l'ai pas abordé, mais c'est la data. La data, c'est-à-dire les infos sur vos clients. Et on s'aperçoit quand même beaucoup, ce n'est pas le truc que vous êtes équipé pour bien connaître vos clientes. Combien de fois, on pouvoir analyser facilement combien j'ai de personnes qui utilisent tel type de soin dans mon offre, etc. Est-ce que du coup, mon offre est bien équilibrée? Est-ce qu'elle répond bien aux attentes de mes clientes? Pourquoi je ne fais pas tel type de soins alors qu'en fait, voilà. Il y a plein de choses que du coup, vous pouvez, dans inventorier les forces, les faiblesses, aller analyser ça. On passe aussi par l'analyse de sa clientèle. Qu'est-ce qui marche pas, pourquoi ils viennent pas, quel est le panier moyen. Voilà, il y a plein de choses à faire aussi pour voir ce qui est bon de conserver ou de faire évoluer dans vos offres. Et donc, à partir de, parce que là, je vous le fais en raccourci, hein, mais dans l'histoire, c'est que c'est un travail de réflexion, un travail à fond, pour dire, voilà, mon mix de produits, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il n'est pas bon? Est-ce que, en fait, les produits que j'ai là, est-ce que c'est simplement parce que je ne sais pas les vendre ou en tout cas, je ne fais aucune action pour les vendre? Ou est-ce que c'est qu'ils ne répondent pas aux besoins ou aux attentes de mes clientes et de mes clients? Et pourquoi? Hein?
Et donc, du coup, ça va vous amener aussi à développer une réflexion. Il faut que je cherche. Si je ne vais pas à la pêche à l'info, je ne vais pas le savoir. Voilà. Et une fois que vous avez fait le tour de tout ça, que vous avez pu voir, il va se dessiner forcément des axes de développement ou des axes de réorganisation. Il va falloir arrêter les conneries. Et à partir de là, on va se mettre, on va se dire, mais pourquoi je veux aller là, hein? J'ai un objectif, ok. Voilà ce que je voudrais avoir à la fin, au final, parce que je pense que c'est comme ça que je vais refaire évoluer mon business et derrière, je vais pouvoir du coup passer la période difficile et en même temps ressortir encore plus fort demain, parce que j'aurai pris le virage qu'il faut au bon moment, etc., qui correspondent à mes valeurs, qui correspondent à… Voilà, je le fais court. Et à partir de ça, il va falloir se donner des objectifs. Un objectif final, chiffré, valorisé dans le temps, et puis des objectifs intermédiaires et des actions à mettre en place pour pouvoir effectivement aborder la réussite de ce nouvel axe de développement, de cette réorganisation, et être en mesure d'atteindre notre objectif, parce que ça ne va pas se faire, moi qui vais vous l'apprendre par un claquement de doigts, ça se fait par étapes. Il y a aussi certaines choses en fonction des choix que vous allez faire, il y a aussi une manière de préparer la clientèle à ça. Ou de le faire savoir à la clientèle, parce que des fois, ça peut être intéressant de faire savoir qu'on a développé tel type d'offre ou tel type de prestation, ou on oriente telle chose. On a mis en place effectivement un environnement digital où vous allez pouvoir découvrir plein de choses que vous ne connaissiez pas avant. Enfin bon, voilà. C'est des exemples parmi tant d'autres que je vous donne, mais qui sont là et je pense qu'ils sont importants à intégrer auprès de vous déjà, et après à partager auprès de vos équipes. Et quand vous avez des salariés, je pense que ça peut être aussi intéressant, à un moment donné de la réflexion, d'aller solliciter l'avis des collaborateurs, des collaboratrices, pour dire, tiens, écoute, par rapport à tel et tel sujet, comment toi tu vois les choses, comment tu les perçois par rapport aux clients, par rapport, enfin voilà. Hein, parce que ça peut être aussi un élément fédérateur. Ils vont peut-être aussi vous sortir des choses que vous n'avez pas forcément perçues. Hein, je pense que moi, ça m'est arrivé plus d'une fois, et je pense que ça a pu vous arriver aussi, d'avoir un regard différent